Mon père a déchiré ma lettre d'admission à l'université pendant le dîner et a dit « Aucune de mes filles n'a besoin de faire des études ». Ma grand-mère est restée assise en silence pendant 30 secondes. Puis elle s'est levée, a mis son manteau, a regardé mon père et a dit « Fais ses valises ». Mon père a ri, jusqu'à ce qu'elle sorte le titre de propriété de sa maison. Je m'appelle Karen Leland. J'avais 17 ans quand mon père a décidé que mon avenir ne m'appartenait pas. Aucune de mes filles n'a besoin d'une éducation, a dit mon père. Puis, il a déchiré ma lettre d'acceptation à l'université en deux, juste là, à la table du dîner, devant ma grand-mère, mon oncle, et mon frère de 14 ans. Cette lettre, c'était tout pour moi. Penn State, une bourse partielle, 9 mois de candidature secrète, des rédactions écrites tard le soir, et une conseillère d'orientation qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. 9 ans à cuisiner ses repas, à récurer ses sols, et à ravaler chaque rêve que j'avais pu avoir. Et il a transformé tout ça en confetti, sur une assiette de dîner. Je pensais que c'était le pire moment de ma vie. J'avais tort. En l'espace de 30 secondes, ma grand-mère a fait quelque chose qui a démantelé 20 ans de l'autorité de mon père. Et tout a commencé avec un morceau de papier, dont il ignorait l'existence. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez vraiment avec cette histoire. Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'automne de ma dernière année de lycée, la semaine où tout a changé. La maison sur Maple Street semblait respectable de l'extérieur. 2 étages en briques, des volets blancs, une pelouse que Gérald tondait chaque samedi matin, à 7h15 précise. Pas parce qu'il aimait ça, mais parce qu'il avait besoin que les voisins le voient faire. L'image comptait pour mon père. Le contrôle comptait encore plus. À l'intérieur, chaque centimètre carré fonctionnait selon ses conditions. Le thermostat restait bloqué à 18 degrés Celsius en hiver, parce qu'il disait que tout ce qui était plus élevé était du gaspillage. La télécommande de la télévision vivait sur la coudoir de son fauteuil inclinable, son fauteuil, sa chaîne, son programme. Le dîner était servi à 6 heures précises, et que Dieu vous vienne en aide si le sel n'était pas de son côté de la table. Et cette table, une lourde table à manger en chêne avec des pieds sculptés et une tache d'eau en forme de croissant de lune près du coin où je m'asseyais toujours, était dans la maison depuis avant que je ne puisse m'en souvenir. Ma grand-mère l'avait achetée quand elle avait meublé l'endroit pour la première fois, il y a 22 ans. Mais mon père l'appelait sa table, de la même façon qu'il appelait tout dans cette maison. C'est ma maison, mes règles. J'entendais cette phrase chaque semaine, parfois 2 fois, parfois avant le petit déjeuner. J'avais 10 ans la première fois qu'il m'a tendu une spatule et m'a dit de faire des œufs. Je les ai brûlés. Il n'a pas crié. Il m'a juste regardé avec ce regard plat et calme, qui était en quelque sorte pire que des cris, et a dit, « Ta mère pouvait faire ça en dormant. Débrouille-toi. » Alors, je me suis débrouillé. Des œufs, puis des pancakes, puis des dîners complets, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, la rotation qu'il aimait. Je faisais la lessive. Je frottais le carrelage de la salle de bain à genoux. Je préparais le déjeuner de mon petit frère Tyler chaque matin, et je l'accompagnais à l'arrêt de bus. Je n'étais pas sa fille. J'étais sa gouvernante. Je n'avais juste pas encore les mots pour le dire. Il appelait ça sa maison. Mais j'ai appris plus tard qu'il ne possédait même pas un seul clou dedans. Le nom de ma mère était Diane. Elle avait des cheveux bruns qui bouclaient aux pointes sans essayer, et un rire qui vous donnait l'impression de partager un merveilleux secret. Je le sais parce que j'avais 8 ans quand elle est morte. Et ces 2 détails sont ceux auxquels je me suis accroché le plus fort. Cancer du sein. Stade 3, au moment où ils l'ont découvert. Stade 4, à Noël. Elle était partie avant que les tulipes ne sortent, dans le jardin qu'elle avait planté le printemps précédent. Après les funérailles, mon père a changé. Ou peut-être qu'il n'a pas changé. Peut-être que le chagrin a simplement brûlé la fine couche de douceur qui gardait le reste de sa personnalité cachée. Il se déplaçait dans la maison comme un homme condamnant des pièces. D'abord, les photos ont été décrochées. Chaque photo de ma mère, hors des murs, hors du frigo, hors de la cheminée, emballée dans un carton et fourrée dans le garage, derrière la souffleuse à neige. J'en ai subtilisé une. Un petit instantané d'elle me tenant à la foire du comté. De la barbe à papa collée à mon menton, nous deux en train de rire.
Je l'ai gardé pressé à l'intérieur de mon manuel de biologie, comme un secret. Ensuite, les règles se sont durcies. Pas de mention de maman à table. Pas de pleurs là où il pouvait le voir. Pas de questions sur quand les choses redeviendraient normales. Ta mère avait des rêves, aussi, m'a-t-il dit une fois quand j'avais 12 ans et que j'ai fait l'erreur de lui dire que je voulais être infirmière un jour. Regarde où cela l'a mené. Il a dit ça comme on commenterait la météo. Juste un fait. Comme si mourir était quelque chose qu'elle avait fait exprès pour le déranger. J'ai découvert des années plus tard, par ma grand-mère, dans une phrase qu'elle a commencé puis arrêtée en détournant le regard, que mon père avait interdit à ma mère de retourner à l'école. Diane avait voulu finir son diplôme d'infirmière. Il a dit non. Elle est restée. C'était la première fois que je comprenais que le silence, dans notre famille, n'était pas la paix. C'était de l'obéissance. Ma routine quotidienne était simple. De la même manière qu'une cage est simple, une fois qu'on arrête de secouer les barreaux. 5h30, réveil. 5h45, en bas, café lancé, œufs sur la poêle. Gérald, j'ai commencé à l'appeler comme ça dans ma tête vers 15 ans, bien que jamais à voix haute aimait son café noir avec exactement un sucre, et si j'oubliais le sucre, il poussait la tasse au centre de la table, sans un mot, et attendait que je corrige ça. 6h15, déjeuner de Tyler emballé, son sac à dos près de la porte. 6h30, déjeuner de Gérald emballé aussi, car apparemment, un homme de 47 ans ne pouvait pas se faire un sandwich. 7h, arrêt de bus avec Tyler. 7h40, école. 15h, maison. 15h15, vaisselle du matin, lessive si c'était lundi ou jeudi, aspirateur si c'était mercredi. 17h30, commencer le dîner. 18h, servir. 18h45, débarrasser la table, tout laver à la main parce que Gérald disait que le lave-vaisselle était un gaspillage d'eau. 20h, devoir. Enfin, 21h30 ou plus tard, lit, si j'avais de la chance. Il vérifiait le frigo pour s'assurer que j'avais bien fait les courses. Il vérifiait mon téléphone, un téléphone à clapet si vieux que la charnière tenait avec du ruban adhésif, pour s'assurer que je ne perdais pas de temps. Il n'autorisait pas les activités extrascolaires, pas de club, pas de sport, pas d'amis à la maison. Tu as des responsabilités, disait-il, comme si j'avais 40 ans avec un prêt immobilier, au lieu de 17 ans avec un contrôle de géométrie. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne suis-je pas parti? J'avais 17 ans. J'avais $11 dans un bocal en verre, sous mon lit. Je ne pouvais pas signer un bail, ouvrir un compte bancaire ou m'inscrire à l'école sans tuteur. Mon oncle Russell avait trop peur de Gérald pour m'accueillir. Et si je ripostais, si je faisais du bruit, Gérald avait une menace qui réduisait tout au silence, continue comme ça, et je ferai en sorte que ta grand-mère ne te voie plus jamais. Elle était la seule personne qui me donnait l'impression d'être une personne. Alors, je suis restée silencieuse. Je suis restée utile. Je suis restée. Mais ce septembre-là, quelque chose est arrivé par la poste qui a tout changé, et cela a failli ne pas m'atteindre. Voici quelque chose que Gérald ne savait pas, j'ai postulé à l'université. Pas ouvertement, pas fièrement, mais en secret, comme si c'était un crime. Tout a commencé avec Madame Margaret Heure, ma conseillère scolaire, une femme pragmatique d'une 50aine d'années, avec des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et un classeur qu'elle appelait le coffre-fort. Elle avait remarqué des choses. La façon dont je tressaillais quand quelqu'un élevait la voix dans le couloir, la façon dont je ne restais jamais après l'école, ne m'inscrivais jamais à rien, me précipitant toujours à la maison comme si j'avais un couvre-feu qui tic-taquait dans mon sang. Un après-midi de janvier, lors de ma première année, elle m'a demandé de rester 1 minute. Elle a fermé sa porte et elle a dit, « Karen, que veux-tu faire de ta vie ?» Personne ne m'avait jamais demandé ça. Elle m'a aidé pour tout. Des livres de préparation au SAT qu'elle prêtait de sa propre étagère. Des exonérations de frais de dossier. Des brouillons de rédactions écrits pendant le déjeuner, dans son bureau, la porte fermée, mon écriture tremblante. Nous avons utilisé l'adresse de l'école comme adresse de retour sur chaque candidature, parce que Gérald vérifiait la boîte aux lettres comme un gardien vérifie les cellules, chaque jour, sans faute. Mais je l'ai aussi dit à ma grand-mère. Un soir, depuis le téléphone du bureau de Madame Heure, j'ai appelé Éléanore et je lui ai tout dit. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a dit, utilise mon adresse comme secours.
Je surveillerai les lettres. C'est Eleanor qui a reçu la lettre en premier. Penn State m'avait accepté. Bourse partielle, 12 000 $ par an. J'aurais besoin d'environ 8 000 de plus pour les frais de scolarité et la vie courante. Mais c'était réel. C'était possible. J'ai pleuré dans le bureau de Madame Heure quand Eleanor a appelé pour me le dire. Des larmes silencieuses, le genre que je m'étais entraîné à pleurer. Pas de bruit, pas de dégâts. Ne t'inquiète pas pour l'argent ou la maison, a dit ma grand-mère au téléphone. Fais juste confiance à grand-mère. Je n'ai pas compris la partie sur la maison. Pas encore. Eleanor a dit de le dire à Gérald lors du dîner du dimanche. Elle serait là. Apporte la lettre, a-t-elle dit. Je m'occupe du reste. Ce que je ne savais pas, ce qui m'a fait tomber l'estomac quand je l'ai découvert plus tard, c'est que Gérald avait déjà agi dans mon dos. Il avait contacté le Rosies Dîner sur la route 9 et avait arrangé un travail pour moi, commençant la semaine après la remise des diplômes. Serveuse, 30 heures par semaine. Il avait même signé mon nom sur la candidature lui-même. Il ne m'empêchait pas seulement d'aller à l'université. Il construisait un mur autour de mon avenir entier, brique par brique, alors que j'étais encore à l'intérieur. Dimanche, 18 h. J'ai mis la table comme je le faisais toujours. L'assiette de Gérald en bout de table, son verre d'eau à droite, sa serviette pliée en rectangle parce qu'il disait que les triangles faisaient négliger. La place de Tyler à sa gauche. L'oncle Russell en face de Tyler. La chaise de ma grand-mère à l'autre bout, le plus proche de la cuisine, là où elle s'asseyait toujours. Près de la porte, ai-je réalisé maintenant, comme quelqu'un qui garde toujours une sortie en vue. J'avais cuisiné la rotation habituelle. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts à l'ail. Le menu de Gérald, l'horaire de Gérald, les règles de Gérald. L'odeur du romarin remplissait la cuisine, et je me souviens avoir pensé combien il était étrange que quelque chose puisse sentir comme la maison et ressembler à un piège en même temps. Eleanor est arrivée à 17h45. Elle portait son manteau en cachemire camel, la seule belle chose qu'elle possédait, celle qu'elle portait à chaque dîner de famille comme si c'était une armure. Elle a embrassé mon front à la porte, a pressé ma main une fois, et a posé son sac à main en cuir structuré, brun foncé, usé au poignet sur le sol à côté de sa chaise. Je n'ai pas remarqué avec quel soin elle l'avait placé. Je n'ai pas remarqué qu'il était plus lourd que d'habitude. Gérald était de bonne humeur. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Il est descendu en sifflant, a tapé sur l'épaule de Tyler, a même dit « ça sent bon » en s'asseyant. Un compliment si rare que j'ai failli laisser tomber la cuillère de service. Je savais pourquoi il était joyeux. Il pensait que la semaine prochaine, je remplirais des bouteilles de ketchup chez Rosies. Son plan fonctionnait. Mon plan était sous mon coussin de chaise, dans une enveloppe scellée. J'ai attendu que tout le monde ait son assiette, que Gérald prenne sa première bouchée et hoche la tête, comme il le faisait quand la nourriture répondait à ses standards, jusqu'à ce que la table soit silencieuse. Puis, j'ai sorti l'enveloppe. « Papa » ai-je dit. Ma voix était stable, mais mes mains ne l'étaient pas. J'ai été accepté à Penn State avec une bourse. J'ai tendu l'enveloppe vers lui comme une offrande, comme un enfant montrant un dessin à un parent et priant pour qu'il le mette sur le frigo. Gérald a posé sa fourchette. Il a regardé l'enveloppe comme on regarderait quelque chose de mort sur le bord de la route, avec une sorte de curiosité distante et vaguement offensée. Il l'a prise, a sorti la lettre, l'a lue lentement, ses yeux traquant de gauche à droite, sa mâchoire se serrant à chaque ligne. Puis son visage est devenu rouge. Pas un rouge de colère, plus sombre. Le rouge de quelque chose qui a été sous pression trop longtemps. Il a déchiré la lettre en deux. Le son, cette déchirure nette et sèche, a traversé la cuisine plus fort que n'importe quel cri. Il l'a déchiré encore, 4 morceaux. Puis il les a lâchés dans son assiette, juste à côté des os de poulet et de la trace de purée. Aucune de mes filles n'a besoin d'une éducation, a-t-il dit, sans crier. Pire, d'un ton égal, absolu, comme s'il lisait une règle affichée sur un mur. Tu restes ici. Il a regardé autour de la table, vers Tyler qui fixait son assiette. Vers Russell, qui trouvait soudain ses haricots verts fascinants. Vers Eleanor, qui n'avait pas bougé. Personne n'encourage ces bêtises, a dit Gérald. Elle a un travail chez Rosies qui commence le mois prochain.
C'est la fin de l'histoire. J'ai baissé les yeux sur les morceaux de ma lettre. 9 mois de travail, les nuits tardives dans le bureau de Madame Heure. La rédaction que j'avais réécrite 11 fois. Le SAT pour lequel j'avais étudié en utilisant un livre de préparation avec les notes de quelqu'un d'autre dans les marges. Tout ça, assis dans une assiette, trempant dans la sauce. Puis Gérald s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit la chose que je n'oublierai jamais. Ta mère avait les mêmes idées stupides, elle voulait retourner à l'école, être infirmière. Il a repris sa fourchette. Et où est-elle maintenant? La table est devenue silencieuse. Même l'horloge au mur semblait retenir son souffle. Il a transformé la mort de ma mère en arme. Encore. Je voulais pleurer, mais je savais, comme on sait que le feu brûle, comme on sait que la glace est froide, que pleurer devant Gérald signifiait perdre. Alors, je l'ai ravalé. Je suis restée assise là, les mains à plat sur mes genoux, et j'ai tout ravalé. Gérald n'avait pas fini. Il s'est tourné vers ma grand-mère. Elle était assise parfaitement immobile au bout de la table, ses mains reposant de chaque côté de son assiette, son visage illisible. « C'est ton œuvre, n'est-ce pas » a-t-il dit, pointant sa fourchette vers elle. Lui remplir la tête d'idées. Tu l'as toujours couvée, tout comme tu couvais Diane. Il a dit le nom de ma mère comme s'il avait un goût aigre. Et regarde comment ça a fini. Éléanore n'a rien dit. Débarrasse la table, Karen, a dit Gérald sans me regarder. Maintenant, cette conversation est terminée. Je me suis levé. Réflexe. 9 ans de mémoire musculaire me portant vers l'évier avant que mon cerveau ne puisse rattraper le coup. Mes mains tendaient déjà vers son assiette quand j'ai entendu la voix de ma grand-mère. Assieds-toi, Karen. Calme, pas fort. Mais quelque chose dans cette voix m'a stoppé net. Une fermeté que je n'avais jamais entendue d'elle auparavant. Comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Les yeux de Gérald ont claqué vers Éléanore. Maman, ne t'en mêle pas. C'est ma maison, ma fille. Ma décision. L'oncle Russell a bougé sur son siège. Gérald, peut-être qu'on devrait en parler. Tu n'as pas de vote non plus, a coupé Gérald sans rompre le contact visuel avec Éléanore. Puis il s'est tourné vers moi. Et pendant qu'on y est, j'ai appelé Penn State jeudi, j'ai essayé de retirer ta candidature moi-même, je leur ai dit que j'étais ton père, ton tuteur. Sa lèvre s'est retroussée. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de ta signature, une bêtise de politique interne. Il s'est penché en avant. Alors, tu vas signer ce formulaire de retrait ce soir, juste ici, à cette table, devant tout le monde? C'était son vrai plan, pas seulement la lettre. Il voulait que je tue mon propre avenir de ma propre main, avec ma propre famille comme témoin. Une exécution publique du seul rêve qu'il me restait. Ma grand-mère est restée assise immobile pendant exactement 30 secondes. Je le sais parce que je comptais. 30 secondes, c'est plus long que vous ne le pensez quand le seul son est une horloge qui fait tic-tac, votre propre rythme cardiaque, et le faible grattement de la fourchette de Gérald contre la porcelaine, parce qu'il avait effectivement recommencé à manger. Il était aussi confiant que ça d'avoir gagné. Un Mississippi. Le réfrigérateur bourdonnait. 10 Mississippi. Tyler fixait les morceaux déchirés de ma lettre comme s'il essayait de les remettre ensemble avec ses yeux. 20 Mississippi. La main de l'oncle Russell était serrée autour de son verre d'eau si fort que ses articulations étaient blanches. 30. Ma grand-mère a posé sa serviette. Elle l'a pliée, nette, précise, l'a placée à droite de son assiette comme elle le faisait toujours, comme si même ce petit acte méritait de la dignité. Puis elle a reculé sa chaise et s'est levée. Elle a bougé lentement, pas frêle, mais délibérée. Elle a marché jusqu'au placard à manteau près de la porte d'entrée et a sorti son manteau en cachemire camel. Elle l'a mis, un bras à la fois, et l'a boutonné à la taille avec des mains stables. Gérald a levé les yeux de son assiette. Où vas-tu? Le dîner n'est pas fini. Éléanore est revenue vers la table. Elle s'est tenue derrière sa chaise. Elle a regardé mon père, pas à travers lui, pas au-delà de lui, mais directement lui. De la façon dont on regarde quelqu'un pour qui on a finalement arrêté de trouver des excuses. Et elle a dit 2 mots. Fais ses bagages. Gérald a ri. Un grand rire. Un vrai rire. Le genre qui vient du ventre et remplit une pièce.
Le rire d'un homme qui croit que le monde est organisé exactement comme il l'a arrangé. Faire ses bagages, a-t-il dit, toujours souriant. Et l'envoyer où? Avec quel argent? Ma grand-mère n'a pas répondu. Elle s'est penchée, a ouvert son sac à main en cuir, et a sorti une pile de papiers tenus ensemble par une simple agrafe. Ce qu'elle a posé sur la table ensuite était la raison pour laquelle mon père vivait comme un roi dans un château qui n'a jamais été le sien. C'était un acte de propriété. Un titre de propriété, notarié, tamponné, déposé au bureau des enregistrements du comté. Chaque ligne nette, chaque signature vérifiée, et en haut, à l'encre noire que 22 ans n'avaient pas effacée, un nom, Éléanore Monsieur Leland, seul propriétaire. Pas Gérald et Éléanore, pas le trust familial Leland. Juste elle. Un nom, une femme, une signature. Cette maison est à mon nom depuis 2002, a dit Éléanore. Sa voix n'a pas tremblé. Je l'ai achetée avec l'argent de l'assurance vie de votre père, et mes économies après son décès. Je t'ai laissé vivre ici gratuitement parce que tu étais en deuil et que tu avais 2 enfants qui avaient besoin d'un toit. Elle a fait une pause. Mais je ne t'ai jamais, pas une seule fois, transféré cette maison, Gérald. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas d'accord. L'acte est à moi. Il a toujours été à moi. Le sourire de Gérald s'est effondré. Pas tout d'un coup. C'est allé par étapes. Comme un immeuble perdant des étages. D'abord les coins de sa bouche, puis la lumière dans ses yeux, puis sa posture entière, s'affaissant d'un pouce dans la chaise sur laquelle il était assis, comme sur un trône. Il a regardé l'acte. Il a regardé Éléanore. Puis il a forcé un rire, plus petit cette fois, plus mince. Le rire d'un homme cherchant la chute de la blague. Et alors? A-t-il dit. Tu vas me mettre dehors? Ton propre fils? Je te donne le choix, a dit Éléanore. Karen va à Penn State cet automne avec mon soutien financier. Tu la laisses partir. Tu la soutiens, et tu continues à vivre ici. Elle a légèrement levé le menton. Où tu combats ça, et j'appelle mon avocat ce soir. L'oncle Russell s'est penché en avant et a ramassé l'acte, le lisant. Ses sourcils ont grimpé sur son front. Il l'a reposé sans un mot, mais le regard qu'il a lancé à Gérald était un regard que je n'avais jamais vu de lui auparavant. Quelque chose entre le choc et une reconnaissance silencieuse, attendue depuis longtemps. La bouche de Tyler était ouverte. Il me regardait, puis Éléanore, puis revenait à moi, comme s'il regardait le monde se réorganiser. Et moi? Je suis resté assise là, fixant ce morceau de papier, et une pensée se répétait encore et encore, 20 ans. Il nous a dit que c'était sa maison. Il a fait chaque règle, contrôlé chaque coin, décidé qui mangeait, qui parlait, qui comptait. Tout cela construit sur un mensonge qu'il n'a jamais pris la peine de vérifier. Le visage de Gérald est passé par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Confusion, puis fureur, puis un calme dur et fragile, comme un homme réparant un mur fissuré à main nue. Il a poussé l'acte sur le côté de la table. Tu crois qu'un morceau de papier me fait peur? A-t-il dit. J'entretiens cette maison depuis 20 ans. 20. J'ai payé l'électricité, l'eau, le gaz. J'ai réparé le toit quand il fuyait. J'ai remplacé la chaudière en 2019. Il a tapé son doigt contre la table. J'ai mis ma sueur dans ses murs. Tu crois qu'un tribunal te la donnerait juste comme ça? Il cherchait des appuis. Je pouvais le voir. Il construisait un dossier comme il construisait tout, fort et vite, espérant que personne ne vérifierait les fondations. Éléanore n'a pas répondu. Elle est restée là dans son manteau en cachemire, les mains jointes devant elle, et l'a laissé parler. Et même si la maison est à toi, maman. Gérald a écarté les mains comme s'il était raisonnable, comme si tout cela n'était qu'un malentendu entre adultes. Je me battrai. Je prendrai un avocat. Tu veux vraiment traîner ta propre famille au tribunal? C'était sa carte. La culpabilité. Le même outil qu'il avait utilisé sur moi pendant 9 ans, sur ma mère avant ça, probablement sur Éléanore avant ça. La menace n'était pas légale. Elle était émotionnelle. Tu seras celle qui a brisé cette famille. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix a baissé, basse, presque douce, le son qu'un piège fait quand il est armé. Dis à ta grand-mère d'arrêter ce cirque, Karen.
Tu sais que c'est ta maison. Tu veux détruire cette famille pour une école? Il voulait que je choisisse. Famille ou avenir, loyauté ou liberté? Le même choix impossible qu'il forçait sur chaque femme de sa vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ma grand-mère n'a pas discuté. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a de nouveau fouillé dans son sac à main. C'était un téléphone à clapet, vieux, argenté, petit, presque identique à celui que Gérald m'avait donné, celui qu'il traquait et surveillait. Mais celui d'Eleanor était le sien, payé avec son propre argent, enregistré à son propre nom. Elle a appuyé sur un bouton, numérotation rapide. La cuisine était si silencieuse que je pouvais entendre la petite sonnerie à travers le haut-parleur. Une sonnerie, deux sonneries, puis un clic. Bonjour, David. C'était Eleanor Leland. Sa voix était conversationnelle, presque agréable, comme si elle confirmait une réservation pour le déjeuner. J'ai besoin que vous commenciez la procédure dont nous avons discuté. Une pause. Oui, le préavis de 30 jours. Une autre pause. Oui, ce soir. Une autre pause. Merci, David. J'apprécie. 40 secondes. Elle a fermé le téléphone et l'a glissé dans son sac à main. Gérald la fixait. Le rire avait disparu. La fanfaronnade avait disparu. Ce qui restait était quelque chose de brut. Le regard d'un homme entendant un son qu'il ne peut identifier dans le noir. Tu bluffes, a-t-il dit. Mais sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. Gérald, a dit Eleanor, et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose presque comme de la tristesse dans son ton. Pas pour elle-même, mais pour lui. Pour la version de son fils qu'elle avait passé 20 ans à espérer voir apparaître. Je n'ai jamais bluffé un seul jour de ma vie. Tu as 30 jours, ou tu laisses Karen aller à l'université. Elle a ramassé son sac à main. Choisis. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. David Mercer était l'avocat immobilier d'Eleanor. Elle ne l'avait pas appelé sur un coup de tête. Elle l'avait consulté 2 semaines plus tôt, juste après que Gérald a déchiré le premier courrier de Penn State, un dossier d'orientation, juste devant moi au petit déjeuner sans une seconde pensée. C'est à ce moment-là qu'Eleanor a commencé à préparer les papiers. Les documents d'expulsion étaient déjà rédigés. Elle attendait juste que Gérald franchisse la dernière ligne. Il l'a franchie avec des confettis sur une assiette de dîner. Eleanor a marché vers la porte d'entrée, puis s'est arrêtée. Elle s'est retournée, pas vers Gérald, mais vers moi. Fais un sac, chérie. Tu viens à la maison avec moi ce soir. Je me suis levé. Pas vite, pas de façon dramatique, juste levé. La façon dont on se lève quand on a décidé quelque chose et que son corps est enfin d'accord. Assieds-toi, a dit Gérald. Sa chaise a raclé en reculant. Il était debout maintenant, lui aussi. Une main à plat sur la table, l'autre pointée vers moi. Tu ne vas nulle part. J'ai regardé mon père. Pas sa main, pas le sol. Lui. Et pour la première fois en 9 ans, je n'ai pas baissé les yeux. Je suis assise depuis 9 ans, papa. J'ai fini. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Je pense sincèrement que c'était la première fois que quelqu'un dans cette maison lui disait non et le pensait vraiment. J'ai monté les escaliers. Ma chambre était petite. La plus petite chambre, celle avec la fenêtre qui ne fermait pas correctement, et l'attache au plafond en forme de botte. Mon sac à dos, un Jansport délavé que j'avais depuis la seconde, était déjà à moitié fait. Madame Heure m'avait dit il y a des mois de garder un sac prêt. Juste au cas où, avait-elle dit. À l'époque, je pensais qu'elle était dramatique. Elle ne l'était pas. Je l'ai attrapée. Vêtements, brosse à dents, le livre de préparation au SAT, mon journal. Puis j'ai plongé la main dans mon manuel de biologie et j'ai sorti la photo de ma mère à la foire du comté. Barbe à papa, rire, une version de ma vie que le cancer et Gérald avaient effacée. Je l'ai glissée dans la poche de ma veste, contre mon cœur. Tyler se tenait dans le couloir, 14 ans, toujours dans son maillot de baseball, les yeux rouges. Karen. Je l'ai serré dans mes bras. Il faisait presque ma taille maintenant. Je ne te quitte pas, ai-je dit dans ses cheveux. Je quitte juste ça. Je suis descendu. Gérald se tenait au bas de l'escalier,
bloquant la porte. Si tu passes cette porte, a-t-il dit, et sa voix tremblait maintenant, ne reviens pas. Je suis passé devant lui. Il n'a pas bougé pour m'arrêter. Je pense qu'une partie de lui le savait, avait peut-être toujours su, que la seule chose qui me retenait là était la serrure, et que la serrure venait d'être changée. Eleanor avait laissé le moteur tourner, phares allumés, la portière passager déjà ouverte. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Russell. Calme, presque apologétique, mais assez claire pour porter. J'apporterai le reste de ses affaires demain, maman. C'était la première fois que l'oncle Russell allait contre Gérald devant la famille. Ce ne serait pas la dernière. Je suis monté dans la voiture. J'ai posé mon sac à dos sur mes genoux. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Eleanor est sortie de l'allée, et pour la première fois en 9 ans, Maple Street est devenue plus petite derrière moi. Je veux faire une pause ici, pour un moment. Si vous avez déjà dû quitter un endroit que vous pensiez être votre foyer, que ce soit une maison, une relation, ou juste une version de vous-même que vous aviez dépassée, vous savez ce que ce trajet représentait. Si cette histoire vous touche, appuyez sur ce bouton j'aime pour que je sache que vous êtes là. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé lundi matin, quand l'avis d'expulsion a atterri sur le pas de la porte de mon père, restez avec moi. Cette histoire n'est pas finie. L'appartement d'Eleanor était petit. Une chambre, une salle de bain, une cuisine avec une fenêtre qui donnait sur le parking d'une laverie. Ça sentait la lavande, le liquide vaisselle au citron, et quelque chose de chaud que je ne pouvais pas nommer mais que je reconnaissais. La sécurité, peut-être. L'absence de marcher sur des œufs. Elle m'a donné le lit. Je lui ai dit que je prendrais le canapé. Elle m'a dit qu'elle ne me posait pas la question. J'ai dormi sur pire, a-t-elle dit, tirant une couverture supplémentaire du placard du couloir. Ton grand-père ronflait comme un moteur diesel pendant 41 ans. Un canapé, c'est une amélioration. J'étais allongé dans son lit, dans le noir, fixant le plafond, et la voix dans ma tête n'était pas la mienne. C'était celle de Gérald. Tu viens de détruire ta famille. Tu es égoïste. Pour qui te prends-tu? 9 ans de sa voix incrustée en moi comme des échardes. Je pouvais quitter la maison, mais je ne pouvais pas quitter ça. On a frappé à la porte. Eleanor est entrée avec une tasse de lait chaud et s'est assise sur le bord du lit. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis, ta mère serait si fière de toi, ce soir. Cela m'a brisé. Pas la cruauté de Gérald, pas la lettre déchirée, pas le fait de passer devant lui au bas de l'escalier, mais ces 7 mots, prononcés doucement dans une petite chambre qui sentait la lavande. J'ai pleuré. Pas les larmes silencieuses et contrôlées que je m'étais entraîné à produire. De vrais pleurs. Le genre laid, le genre que je ne m'étais pas autorisé depuis que j'avais 8 ans. Eleanor a tenu ma main et m'a laissé finir. Puis, elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle avait ouvert un compte d'épargne à mon nom quand j'avais 10 ans. $200 par mois, prélevés sur sa pension d'institutrice, chaque mois pendant 7 ans. Il y a $16 800, a-t-elle dit, aussi factuellement que si elle lisait un ticket de caisse. Entre ça et la bourse, tu seras tranquille pour la première année. On trouvera une solution pour le reste. J'ai essuyé mon visage. Grand-mère, pourquoi n'as-tu pas fait ça plus tôt? Elle est restée silencieuse un long moment. Assez longtemps pour que je pense qu'elle ne m'avait pas entendu. Parce que je continuais d'espérer qu'il changerait, a-t-elle dit. C'était mon erreur. Gérald n'a pas attendu longtemps. Les appels ont commencé le lendemain matin. Le téléphone d'Eleanor a sonné à 7h15. Elle a regardé l'écran, l'a mis sous silence, et est retournée faire des toasts. Il a sonné encore à 7h20, 7h31, 7h45. Elle a laissé tout le monde aller sur la messagerie vocale. Puis il m'a appelé. La première fois, sa voix était douce, presque méconnaissable. Rentre à la maison, chérie. On peut en parler. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Asseyons-nous comme une famille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. 2 heures plus tard, le deuxième appel. La douceur avait disparu. Tu te ridiculises, Karen. Toute la ville va être au courant. Tu veux que les gens parlent? Tu veux ça sur ta conscience. Le troisième appel est arrivé à 21h40 ce soir-là.
Sa voix était froide et plate. Le Gérald que je connaissais le mieux. Si tu ne reviens pas d'ici vendredi, je te coupe les vivres complètement. Plus de téléphone, plus d'assurance, rien. Tu n'auras rien. Il a appelé l'oncle Russell ensuite. Russell m'a dit plus tard, calmement, presque honteux, que Gérald avait dit, si tu les aides, tu es mort pour moi. Je suis sérieux. Mardi, Gérald s'est présenté à mon école. Il est entré dans le bureau principal et a exigé de me voir. La réceptionniste, une femme nommée Linda, qui travaillait là depuis 20 ans et n'appréciait pas les hommes qui élevaient la voix dans son hall, lui a dit qu'il avait besoin d'un rendez-vous. Il n'en avait pas. Madame Heure a été alertée. Elle m'a sorti de mon cours d'histoire de 3e période et m'a fait marcher jusqu'à son bureau par le couloir arrière. Il est dans le bâtiment, a-t-elle dit, sa main sur mon épaule. Tu es en sécurité. Il ne peut pas passer Linda. Ce soir-là, Gérald a publié sur Facebook. Je l'ai vu parce que 3 camarades de classe m'ont envoyé des captures d'écran en moins d'1 heure. Ma fille s'est enfuie parce que sa grand-mère la manipule. C'est une adolescente confuse utilisée par une vieille femme amère. S'il vous plaît, priez pour notre famille. 47 j'aime, 12 commentaires disant qu'il prierait. 6 ans, sois fort, Gérald. Il réécrivait l'histoire avec lui-même en tant que victime. Et dans une petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, cette histoire a voyagé vite. Les petites villes sont magnifiques, jusqu'à ce que vous ayez besoin qu'elles s'occupent de leurs affaires. En l'espace de 3 jours, la version des événements circulant dans notre code postal ne ressemblait presque plus à la réalité. Eleanor était la méchante, une grand-mère contrôlante dépassant les bornes, retournant une adolescente contre son père aimant et travailleur. Gérald était la victime, un veuf, un père célibataire, un homme qui avait tout sacrifié et qui était puni pour cela. Une voisine nommée Doris, le genre de femme qui assistait à chaque enterrement en ville, qu'elle connaisse le défunt ou non, a appelé Eleanor le mercredi. « Comment as-tu pu faire ça à Gérald ?» a-t-elle dit. « Il a perdu sa femme. Maintenant tu lui prends sa fille. Ce pauvre homme. » Eleanor, à son crédit, n'a pas raccroché. Elle a dit « J'apprécie votre inquiétude, Doris. C'est une affaire de famille. » Et a mis fin à l'appel assez poliment pour que Doris ne puisse rien répéter de dommageable. À l'école, c'était pire. Des enfants que je connaissais à peine m'arrêtaient dans le couloir. « C'est vrai que ta grand-mère a mis ton père à la porte ? J'ai entendu dire que tu t'étais enfui. Est-ce que ça va ? » Une fille de mon cours d'anglais a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Ma mère dit que ton père a le cœur brisé. » J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai continué à marcher. Mais chaque commentaire était une petite coupure. Et le jeudi après-midi, j'avais assez de coupures pour saigner. Gérald savait exactement ce qu'il faisait. Il m'a envoyé par SMS des captures d'écran des commentaires Facebook, la sympathie, les prières, l'indignation en son nom. Puis une ligne, « Tu vois, tout le monde sait que ce que tu fais est mal. » Et pendant un terrible moment, assise dans le bureau de Madame Heure avec la porte fermée et mon sac à dos à mes pieds, je l'ai cru. Peut-être que je devrais juste rentrer. J'ai pensé, peut-être qu'il a raison. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de tout déchirer. Et puis, le lundi matin, quelque chose est arrivé à la porte de mon père. L'huissier était un homme nommé Phil, qui conduisait une Honda Civic grise et avait la gamme émotionnelle d'un classeur métallique. Il a frappé à 8h15 du matin. Gérald a ouvert la porte en bottes de travail et en maillot de corps, une tasse de café à la main. Du café qu'il avait fait lui-même pour la première fois en plus d'1 semaine. Mal, selon Tyler. Phil lui a tendu l'enveloppe. Gérald a signé. Phil est parti. À l'intérieur, un avis de 30 jours pour quitter les lieux, émis conformément à l'article 250 501 des statuts consolidés de Pennsylvanie. Adresse de la propriété, 114 Maple Street. Propriétaire, Eleanor Monsieur Leland. Occupant, Gérald R. Leland. L'avis informait Gérald qu'il avait 30 jours pour libérer les lieux, ou faire face à une action formelle d'expulsion déposée auprès du tribunal de district. C'était réel. C'était légal. C'était en train d'arriver. Gérald a appelé Eleanor immédiatement. Je le sais parce que j'étais assise à sa table de cuisine, mangeant des céréales, quand son téléphone a sonné et qu'elle l'a mis sur haut-parleur.
Tu ne peux pas faire ça à ton propre fils. Sa voix parvenait déformée, comme le son se déforme quand quelqu'un hurle dans un petit microphone. Je t'ai donné un choix, Gérald, a dit Eleanor. Elle tenait son café à deux mains, regardant par la fenêtre vers le parking de la laverie. Tu as fait le tien. Elle a raccroché. Gérald est allé chercher un avocat. Dans une ville de notre taille, les options étaient limitées. La première avocate qu'il a appelée, une femme nommée Janet Pulk, a décliné. Conflit d'intérêts. Elle avait déjà consulté Eleanor sur une affaire distincte il y a des années. Le deuxième avocat, un homme à 2 villes de là, a accepté d'examiner le dossier. Après avoir regardé l'acte, les dossiers fiscaux, et l'absence totale de tout bail ou accord écrit, il a dit la vérité à Gérald, si l'acte est à son nom et qu'il n'y a pas de bail, vous êtes au mieux un occupant sans titre. Elle a tout à fait le droit de faire ça. Ce même soir, Tyler m'a appelé depuis le téléphone de son ami. Sa voix était petite et prudente, la façon dont on parle quand quelqu'un dort dans la pièce voisine. Papa n'a pas cuisiné une seule fois depuis que tu es parti, a-t-il chuchoté. Il ne sait pas où sont les assiettes. Ce soir-là, Eleanor et moi étions assises sur son canapé avec des tasses de thé à la camomille, et elle m'a dit la vérité. Toute la vérité. La version qu'elle portait depuis des décennies. Ton grand-père, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Elle a pris une gorgée, a recommencé. Harold était un bon pourvoyeur. Les gens l'aimaient bien. Mais derrière notre porte d'entrée, c'était un homme différent. Il décidait de ce que je portais, où j'allais, à qui je pouvais parler. Je voulais enseigner. J'avais le diplôme. J'avais la certification. Mais il disait que la place d'une femme était à la maison. Elle a regardé ses mains. J'ai perdu 15 ans à attendre qu'il change d'avis. Elle n'a pas enseigné jusqu'à la mort d'Harold. Elle avait 51 ans lors de son premier jour en tant qu'institutrice à l'école primaire. 51 ans. Quand j'ai vu Gérald faire la même chose à Diane, j'ai cru regarder une rediffusion de ma propre vie. Eleanor a posé sa tasse. J'ai dit à ta mère de partir, a-t-elle dit. Elle a dit, je ne peux pas. Il prendra les enfants. La voix d'Eleanor s'est amincie. Elle avait raison, probablement. Et puis elle est tombée malade, et ça n'a plus eu d'importance. La maison, elle l'a expliqué simplement. Après la mort d'Harold, son assurance vie a payé. Pas une fortune, mais assez. Eleanor l'a combiné avec ses économies d'enseignante et a acheté la maison sur Maple Street, comptant, en 2002. Gérald venait de perdre Diane. Tyler avait 5 ans, j'en avais 8. Il avait besoin de stabilité, et elle la lui a donnée. Sans loyer, sans poser de questions. Mais elle n'a jamais transféré l'acte de propriété. Je me disais que c'était parce que la paperasse était compliquée. Elle a dit que c'était un mensonge. La vérité, c'est que je savais. Je savais qui Gérald devenait, et j'ai gardé cet acte parce que quelque part au fond de mon esprit, je croyais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Elle avait raison. Ça a juste pris 20 ans. Elle a cherché sous le coussin du canapé et a sorti une chemise cartonnée jaune. Les dossiers de taxes foncières de chaque année, tous les 22. Son nom sur chaque reçu. Une impression d'un email de David Mercer confirmant que le titre était clair. Puis elle a dit quelque chose qui a rendu la pièce très immobile. Il y a une dernière chose. Ta mère t'a laissé une lettre. J'ai demandé à propos de la lettre. Eleanor a secoué la tête. Pas encore, chérie. Quand tu seras prête. Je voulais discuter, mais quelque chose dans son visage me disait qu'elle avait gardé cette lettre pendant 9 ans et qu'elle n'allait pas me la remettre à 23 heures un mardi. Elle connaîtrait le bon moment. Elle le savait toujours. Alors à la place, nous nous sommes préparés. Le bureau de David Mercer se trouvait au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street. C'était un homme calme aux cheveux gris, dans la soixantaine, qui parlait avec des phrases complètes et gardait une photo encadrée de son Golden Retriever sur son bureau. Pas le genre d'avocat qu'on voit à la télévision, le genre dont on a réellement besoin. Il nous a guidés à travers tout. L'acte était sans ambiguïté. Eleanor était la seule propriétaire légale. Gérald n'avait pas de bail, pas d'accord de location, pas de promesse écrite d'aucune sorte. Selon la loi de Pennsylvanie, il était ce qu'on appelle un tenant at will, occupant sans bail écrit,
quelqu'un occupant une propriété avec la permission du propriétaire, permission que le propriétaire pouvait révoquer avec un préavis approprié. Le préavis de 30 jours a été signifié, a dit David. S'il ne part pas, nous déposons une demande d'expulsion auprès du tribunal de district. Une audience sera programmée dans les 10 jours suivant le dépôt. Il m'a regardé. Quel âge as-tu, Karen ? 17 ans. J'aurai 18 ans en juillet. Il a hoché la tête. Ta grand-mère peut servir de garant financier pour Penn State. Une fois que tu auras 18 ans, tes options s'élargiront encore. Madame Eure, pendant ce temps, avait travaillé de l'autre côté. Elle a contacté le bureau des admissions de Penn State pour confirmer que mon acceptation était toujours active. Gérald n'avait pas réussi à la retirer parce qu'ils exigeaient ma signature, qu'il n'avait pas. Le bureau d'aide financière nous a guidés à travers les chiffres. Les économies d'Eleanor plus la bourse couvraient la première année, avec de la marge pour demander une aide supplémentaire. Madame Eure m'a aidé à remplir une demande FAFSA avec une dérogation de dépendance, soutenue par une lettre qu'elle avait écrite elle-même, documentant ma situation familiale. Pour la première fois, mon avenir n'était pas un rêve que quelqu'un pouvait déchirer sur une table de dîner. C'était un dossier, une chemise, des signatures, des tampons et des chiffres qui s'additionnaient. Pour la première fois, je ne demandais pas la permission. Je remplissais de la paperasse. Gérald n'est pas parti sans faire de bruit. Il a trouvé un avocat, un homme nommé Craig Weiss d'une ville à 40 minutes de là, le genre d'avocat qui prenait des affaires au pourcentage et posait des questions plus tard. En une semaine, Weiss a déposé une réponse à l'expulsion. Gérald a invoqué la prescription acquisitive et a cité un accord verbal dans lequel Eleanor aurait prétendument promis de transférer la maison à sa retraite. Il n'y avait pas un tel accord. Eleanor a dit cela à David Mersey avec le même calme qu'elle appliquait à tout, je n'ai jamais dit ça. Pas une seule fois. Jamais. Mais Gérald ne s'appuyait pas sur la vérité. Il s'appuyait sur le retard et l'intimidation, deux choses qu'il avait perfectionnées toute sa vie. Weiss a envoyé une lettre à Eleanor suggérant qu'elle était indûment influencée par sa petite-fille. La lettre utilisait l'expression « exploitation potentielle d'une personne âgée » et laissait entendre que Gérald pourrait contacter le département du vieillissement si Eleanor ne reconsidérait pas sa décision. Alors Gérald a fait exactement cela. Il a appelé l'agence départementale pour le vieillissement et a signalé que sa mère de 72 ans était financièrement manipulée par une mineure. Une assistante sociale est venue à l'appartement d'Eleanor un jeudi après-midi. Elle s'appelait Beth et elle était minutieuse. Elle a interrogé Eleanor seule pendant 45 minutes. Elle a passé en revue l'acte, les relevés bancaires, la correspondance avec David Mersey. Elle a demandé à Eleanor 3 fois, de 3 manières différentes, si elle subissait des pressions de la part de quiconque. Eleanor a répondu chaque fois de la même manière, « Je suis saine d'esprit. J'ai mon propre avocat et je prends cette décision librement. » Beth a clos le dossier le jour même. Aucune preuve d'exploitation, disait le rapport. La cliente est alerte, orientée, et représentée par un conseil. Ce vendredi soir-là, Gérald s'est présenté à l'appartement d'Eleanor à 23 h. Il a frappé à la porte assez fort pour faire trembler la chaînette de sécurité. « Tu vas le regretter, maman !» a-t-il crié. Toutes les deux. Eleanor a appelé la police. Ils sont arrivés en 9 minutes. Gérald a été escorté jusqu'à son camion et a reçu un avertissement verbal. Un rapport a été déposé, numéro d'incident et tout. Il est parti. Je me tenais dans le couloir derrière Eleanor, ma main sur le mur, et je me suis dit la vérité, il ne se battait pas pour sa famille. Il se battait pour le contrôle, et il était en train de le perdre. Mais il y avait quelque chose que Gérald ne savait pas. Quelque chose que ma grand-mère portait depuis 9 ans. Tyler a appelé un samedi matin, chuchotant si vite que j'ai dû lui demander de ralentir 2 fois. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-il dit. Dans le bureau de papa. Le tiroir du bas, celui qu'il garde verrouillé. Il a laissé la clé dans sa veste, et j'ai regardé. Ce que Tyler a trouvé, c'était une chemise cartonnée. À l'intérieur, chaque courrier universitaire qui m'avait jamais été envoyé, pas seulement l'acceptation de Penn State. Il y avait des lettres de l'université Temple, une brochure de l'université de Pittsburgh, un relevé de notes du SAT que je n'avais jamais vu. Tout cela intercepté dans la boîte aux lettres au cours de l'année passée, fourré dans un tiroir, et verrouillé.
Mon père n'avait pas pris une décision impulsive à une table de dîner. Il effaçait systématiquement mon avenir depuis des mois. Tyler a pris des photos avec le téléphone de son ami et me les a envoyées. Je me suis assise sur le canapé d'Eleanor et j'ai fait défiler image après image. Des enveloppes avec mon nom dessus, ouvertes, lui et cachées par l'homme qui était censé me protéger. Et puis, au fond de la chemise, Tyler a trouvé autre chose. Une carte de félicitations adressée à moi, oblitérée il y a 8 ans. L'écriture m'était inconnue. L'adresse de retour était à Philadelphie. C'était de ma tante Patricia, la sœur de ma mère. La femme dont Gérald m'avait dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec nous après les funérailles. La femme dont il avait dit qu'elle avait tourné la page et vous avait oublié. Elle avait écrit, « Karen, chérie, félicitations pour ton entrée au lycée. Ta maman serait si fière. Je pense à toi chaque jour. Avec amour, tante Patty. » 8 ans. Il l'avait gardé loin de moi pendant 8 ans. Je ne veux pas être comme lui, Karen, a dit Tyler, et sa voix s'est brisée sur mon nom. Gérald n'a pas libéré la maison. Les 30 jours sont passés. Il est resté sur Maple Street comme un homme qui croyait que l'obstination était la même chose qu'un droit légal. Alors Eleanor et David Mercer ont déposé une demande d'expulsion formelle auprès du tribunal de district, et une audience a été programmée pour un mardi matin, 3 semaines plus tard. Le tribunal, si on peut appeler ça comme ça, était une petite pièce dans le bâtiment municipal près de la route 6. Lumière fluorescente, murs lambrissés, un drapeau américain dans le coin qui penchait légèrement vers la gauche, 5 rangées de bancs en bois pour les spectateurs, un bureau surélevé pour le juge. Pas de jury, juste des gens et du papier. Gérald était assis sur le côté gauche avec Craig Weiss. Il portait une chemise habillée, bleu clair, repassée la première fois que je le voyais porter autre chose que de la flanelle ou un polo de travail, un pantalon kaki avec un pli net, mais ses bottes de travail dépassaient sous les ourlets, éraflées et familières. Et d'une certaine manière, ce détail m'a rendu plus triste que tout. Eleanor était assise à droite avec David Mercer. Elle portait un blazer bleu marine sur un chemisier blanc. Ses cheveux argentés en un chignon bas. Sa posture, ce genre de droiture qui vient de décennies passées debout devant une salle de classe. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une enseignante à la retraite qui avait fait ses devoirs. Je me suis assise au premier rang derrière Eleanor. Mes mains étaient sur mes genoux. Mon sac à dos était à mes pieds. Derrière nous, l'oncle Russell, qui avait conduit 40 minutes pour être là. Quelques visages que je reconnaissais de la ville. Des gens qui avaient vu le post Facebook, entendu les ragots, et étaient venus regarder. La greffière, une jeune femme avec un ordinateur portable, enregistrait tout. La pièce était petite, mais elle avait un public. Et le public change la façon dont les gens se comportent, ou dans le cas de Gérald, la façon dont ils se révèlent. Le juge Morrison est entré. Une femme au début de la soixantaine, lunettes de lecture argentées, pragmatique. Elle s'est assise, a ouvert le dossier et a dit « Commençons ». Craig Weiss a commencé. Il parlait vite, construisant le dossier de Gérald comme un homme empilant des cartes un jour de grand vent. Gérald avait entretenu la propriété pendant 2 décennies. Gérald avait payé les charges. Gérald avait investi une valeur de sueur significative dans la maison. Il y avait, soutenait Weiss, un accord implicite selon lequel Eleanor transférerait finalement la propriété. Le juge Morrison écoutait. Elle n'interrompait pas. Elle prenait des notes. David Mercer s'est levé. Il était plus calme que Weiss, plus lent, et d'une certaine manière plus dévastateur pour cela. Il a présenté l'acte déposé au bureau des enregistrements du comté en 2002. Eleanor Monsieur Leland, seul propriétaire. Il a présenté 22 ans de reçus de taxes foncières, tous au nom d'Eleanor. Il a présenté une recherche de titres confirmant aucun lien, aucun transfert, aucun copropriétaire, aucune charge d'aucune sorte. Votre honneur, a dit Mercer, l'acte est sans ambiguïté. Ma cliente est la seule propriétaire légale. Il n'y a pas de bail, pas d'accord écrit, et aucune preuve, écrite ou autre, d'une promesse de transfert. Monsieur Leland est, au mieux, un occupant sans titre. Le préavis de 30 jours a été correctement signifié. Le juge Morrison s'est tourné vers Gérald. Elle a enlevé ses lunettes. Monsieur Leland, a-t-elle dit, pouvez-vous présenter un document écrit, un bail, un contrat,
une lettre, n'importe quoi, qui montre que votre mère a accepté de transférer la propriété ou de vous accorder un droit permanent de résider dans cette propriété. Gérald a regardé Weiss. Weiss a regardé la table. C'était entendu, a dit Gérald. Il s'est penché en avant. C'est ma mère. Les mères n'ont pas besoin d'un contrat avec leur fils. Le juge Morrison a remis ses lunettes. Monsieur Leland. Ce tribunal traite de documents, pas de suppositions. Elle a examiné le dossier pendant encore 60 secondes. Puis elle a statué. Eleanor avait le droit légal d'expulser. Gérald a reçu l'ordre de quitter les lieux dans les 15 jours, réduit par rapport à 30 parce que, comme l'a noté le juge Morrison, Gérald avait déjà reçu l'avis original de 30 jours et avait choisi de l'ignorer. Gérald a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant contre le sol carrelé assez fort pour faire tressaillir la greffière. « C'est de la folie !» a-t-il crié. Elle fait ça à cause d'une fille qui veut aller à l'école. La salle est devenue silencieuse. Chaque personne sur ses bancs en bois l'a entendu. Russell a fermé les yeux. Les doigts de la greffière ont plané au-dessus de son clavier. Le juge Morrison a fixé Gérald par-dessus ses lunettes pendant 3 secondes complètes avant de dire « Asseyez-vous, monsieur Leland ». Il s'est assis, mais les mots étaient déjà sortis. Et chaque personne dans cette salle a compris exactement quel genre d'homme les prononçait. Avez-vous entendu ce que mon père vient de dire? Dans un tribunal, devant un juge, devant des témoins. À cause d'une fille qui veut aller à l'école. Une fille voulant apprendre. C'était ça, l'urgence. Si cette phrase vous a frappé comme elle m'a frappé, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous êtes au milieu de votre propre combat en ce moment, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous et venez avec moi jusqu'à la fin. La partie suivante est celle que je n'oublierai jamais. Le parking du palais de justice était à moitié vide et trop lumineux. Une de ces matinées d'automne fraîches où le soleil frappe l'asphalte sous un angle qui donne à tout un aspect surexposé, comme une photographie avec le contraste monté trop haut. Gérald se tenait à côté de son camion, un F-150 rouillé avec un feu arrière fissuré et un autocollant délavé sur le pare-choc qui disait « Soutenez les plombiers locaux ». Il avait ses clés à la main, mais il ne bougeait pas. Il nous regardait, Eleanor et moi, alors que nous descendions les marches, David Mercer tenant la porte derrière nous. « Tu m'as tout pris », a dit Gérald. Sa voix était différente. Pas forte, pas méchante, juste creuse. Un homme debout dans les décombres de quelque chose qu'il avait construit, ne comprenant pas que les fondations n'avaient jamais été les siennes. Eleanor s'est arrêtée sur la dernière marche. Elle a regardé son fils unique, et j'ai vu quelque chose traverser son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de la satisfaction. Quelque chose de plus lourd. Le poids d'une femme qui savait qu'elle avait raison et aurait souhaité ne pas l'avoir. « Je n'ai rien pris, Gérald », a-t-elle dit. « J'ai simplement arrêté de donner. » Russell s'est approché de Gérald et a posé une main sur son épaule. Gérald a tressailli mais ne s'est pas dégagé. « Tu peux rester avec moi », a dit Russell. « Aussi longtemps que tu auras besoin. Mais tu dois laisser Karen partir. » Gérald n'a pas répondu. Il a ouvert la porte de son camion, est monté, et a démarré. Pas d'au revoir, pas de dernier mot. Juste le moteur, le gravier, et le rouge rétrécissant de ses feux arrière. Je l'ai regardé partir. J'ai attendu de ressentir quelque chose de triomphant, une vague de justice, une montée cinématographique. Ça n'est pas venu. Ce qui est venu à la place était plus calme. Pas de joie, pas de tristesse. Juste de l'espace. Une vaste ouverture familière là où sa voix se trouvait autrefois. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. Karen, c'est ta tante Patty. Tyler a trouvé ma carte et m'a appelé. J'essaie de te joindre depuis 8 ans. Je l'ai rappelé depuis la cuisine d'Eleanor, assise sur le comptoir, les pieds ballants. Le téléphone pressait si fort contre mon oreille que je pouvais sentir mon pouls dans ma pommette. La voix de Patricia était chaleureuse et fissurée sur les bords, comme une tasse qu'on aime trop pour la jeter. Elle m'a tout dit. Elle avait envoyé des lettres, des cartes d'anniversaire, des colis de Noël chaque année pendant 8 ans. Gérald lui avait dit une fois au téléphone, sur un ton qu'elle a dit ne jamais oublier,
que Karen et Tyler ne veulent pas entendre parler de toi et qu'elle devait respecter les souhaits de la famille. Puis il avait bloqué son numéro. Elle m'a dit qu'elle avait contacté un avocat une fois pour des droits de visite, mais comme elle n'était pas tuteur légal et que Gérald ne refusait pas techniquement l'accès, mais interceptait juste, il n'y avait pas grand-chose qu'elle pouvait faire sans preuve. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, a-t-elle dit. Pas un seul jour. Patricia vivait à Philadelphie. Elle était infirmière diplômée dans un hôpital du centre-ville. Une infirmière. La même carrière que ma mère avait voulu et que Gérald avait écrasée avant qu'elle ne commence. La coïncidence s'est posée dans ma poitrine comme une pierre. Ta maman parlait de toi constamment, a dit Patricia. Elle voulait que tu aies tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle disait toujours, Karen va être celle qui s'en sortira. Je pleurais encore, librement cette fois. Pas de retenue, pas de cachette, pas de surveillance de la porte. Viens me voir avant la rentrée, a dit Patricia. Philly n'est qu'à 3 heures de Penn State. Tu auras de la famille à proximité. Famille? Le mot semblait différent maintenant. Pas une chaîne, mais un filet. La veille de mon départ pour l'orientation à Penn State, Eleanor m'a fait asseoir sur le bord de son lit. Elle tenait une petite boîte en bois, en cèdre, pas plus grande qu'une boîte à chaussures, avec un fermoir en laiton qui avait verdi avec le temps. J'attendais le bon moment, a-t-elle dit. Je pense que c'est celui-là. Elle a ouvert la boîte et m'a tendu une enveloppe. Elle était couleur crème, douce sur les bords à force d'avoir été tenue et remise, tenue et remise. L'écriture de ma mère sur le devant, des lettres rondes, soignées, le genre d'écriture qui appartient à quelqu'un qui a été enseigné par des religieuses. Pour Karen, quand elle sera prête à voler. Elle l'a écrite pendant le traitement, a dit Eleanor. Elle savait qu'elle pourrait ne pas. Elle s'est arrêtée, a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Elle me l'a donnée et a dit, donne-la lui quand elle en aura le plus besoin. Je la porte depuis 9 ans. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui ne voulaient pas rester immobiles. La lettre faisait 2 pages, écrite sur du papier ligné de cahier. L'encre légèrement tachée par endroits. Des traces de larmes, ai-je réalisé plus tard. Certaines les siennes, et maintenant certaines les miennes. Elle n'a pas écrit sur Gérald. Elle n'a pas écrit sur le cancer. Elle n'a pas écrit sur le regret, ou du moins pas de la façon dont je l'attendais. Elle a écrit sur moi. Elle a écrit sur le matin où je lui avais fait le petit déjeuner au lit quand j'avais 7 ans, des toasts brûlés et du jus d'orange avec de la pulpe que j'avais essayé de filtrer à travers une serviette en papier. Elle a écrit sur la fois où j'avais mémorisé chaque constellation sur un set de table d'un dîner et les lui avais récités dans le jardin. Elle a écrit sur la façon dont je riais, qui selon elle sonnait comme des cloches qu'on secoue. Et vers la fin, dans une écriture qui était devenue instable, elle a écrit la ligne « Je te porte avec moi, partout ». Ne laisse personne te dire ce que tu vaux, surtout pas les gens qui sont censés t'aimer. J'ai lu la lettre 3 fois. La première fois à travers les larmes, la deuxième fois à travers quelque chose de plus profond, la troisième fois parce que je voulais entendre sa voix. Et c'était le plus proche que je pourrais jamais obtenir. Eleanor pleurait aussi, doucement, de la façon dont les femmes de ma famille avaient toujours pleuré, comme si le son était quelque chose qu'on nous avait appris à rationner. Elle m'a demandé d'attendre jusqu'à ce que tu sois prête à voler, a dit Eleanor. Je pense que tu es prête. J'ai tenu la lettre contre ma poitrine et j'ai respiré. Et pour la première fois, la douleur de l'absence de ma mère n'a pas ressemblé à une blessure. Elle a ressemblé à une boussole. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Parce que les chiffres comptent. Les chiffres ne mentent pas, et ils ne changent pas leur histoire quand quelqu'un commence à pleurer. Gérald a libéré la maison sur Maple Street 8 jours avant la date limite ordonnée par le tribunal. Il a déménagé dans un appartement d'une chambre au-dessus d'un pressing de l'autre côté de la ville. $750 par mois, le moins cher qu'il ait pu trouver. Il vivait gratuitement depuis 20 ans dans une maison évaluée à environ $185 000. Le calcul de ce que cela lui a coûté de perdre est le genre de calcul qui garde un homme éveillé à 3 heures du matin. Il avait toujours son travail de plomberie. Il avait toujours son camion. Mais ce qu'il avait perdu, le royaume, le trône, l'illusion d'autorité construite sur un morceau de papier qui n'a jamais été le sien, cela ne pouvait pas être remplacé par des heures supplémentaires. Eleanor a gardé la maison. Elle n'y est pas retournée. Au lieu de cela, elle l'a louée à une jeune famille,
un couple avec 2 enfants et un chien, pour $1 200 par mois. Ce revenu est allé directement sur un second compte destiné à mon éducation, les frais de scolarité pour la 2e année et au-delà. Tyler est resté avec l'oncle Russell pendant l'année scolaire. Ce n'était pas idéal, mais Russell était stable, et il avait enfin arrêté d'avoir peur de son frère. Tyler a commencé à avoir un conseiller à l'école. Pas parce que quelqu'un l'y a forcé, mais parce qu'il l'a demandé. La machine à rumeurs de la ville, qui avait autrefois tourné en faveur de Gerald, a lentement fait marche arrière. Les gens ont découvert la vérité par morceaux. L'acte, l'expulsion, le courrier intercepté, la performance Facebook. Personne ne s'est excusé auprès d'Eleanor. Les petites villes ne font pas ça. Mais les invitations pour le côté de l'histoire de Gerald ont doucement cessé, et Doris, la voisine, a été vue apportant un gratin à Eleanor un jeudi après-midi, sans explication. Il n'a pas perdu sa fille parce que je suis parti. Il a perdu sa fille le soir où il a déchiré cette lettre. 2 mois après le début de mon premier semestre, mon téléphone a sonné à 20h15 un mercredi soir. J'étais dans ma chambre d'étudiante. Des manuels étalés sur mon lit, un paquet de bretzels à moitié mangés sur la table de nuit. Le numéro était celui de Gerald. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, pas le pardon, pas l'obligation, quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de mots m'a fait décrocher. J'ai vu ton nom sur la liste d'honneur, a-t-il dit. Sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Plus petite, comme si elle venait d'une pièce devenue trop grande pour une seule personne. J'ai regardé en ligne. Ta mère? Elle aurait aimé ça. J'ai fermé les yeux. C'était la première fois qu'il mentionnait ma mère sans l'utiliser comme une arme, et je ne savais pas quoi faire de ça. Cette reconnaissance minuscule, tardive, insuffisante, de la part de l'homme qui avait passé une décennie à m'apprendre que mes rêves étaient une perte de son temps. Merci d'avoir dit ça, papa, ai-je dit. Mais je ne suis pas encore prête à parler. Quand je le serai, je t'appellerai. J'ai raccroché. Je me suis assise dans le silence de ma chambre d'étudiante et j'ai écouté ma propre respiration. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas soulagé. Je ne ressentais pas la satisfaction que les gens s'attendent à ce que vous ressentiez quand la personne qui vous a blessé montre enfin une fissure dans son armure. Je me sentais juste clair. Le pardon n'est pas quelque chose que je lui dois. Peut-être que ça viendra un jour. Peut-être pas. Mais mon éducation, mon avenir, cela n'ont jamais été à lui pour qu'il les prenne. Penn State en octobre est ce genre de beauté qui se mérite. Les érables sur le campus brûlent d'orange et de rouge, et l'air sent la fumée de bois et les possibilités. Et partout où vous regardez, il y a des gens portant des livres et du café, et l'hypothèse tranquille qu'ils ont leur place ici. J'avais ma place ici. Ma chambre était une boîte en parpaing au 3e étage de East Hall, partagée avec une fille nommée Rachel, qui parlait en dormant et gardait une collection de plantes grasses sur le rebord de la fenêtre, qu'elle avait nommée d'après des juges de la Cour suprême. Elle était étrange et gentille, et la première amie que je me sois faite baser entièrement sur qui j'étais, pas à qui j'étais apparenté ou ce que je pouvais faire pour eux. J'ai déclaré une pré-spécialisation en soins infirmiers. Pas parce que tante Patricia était infirmière, pas parce que ma mère avait voulu l'être, mais parce que quelque part entre les toasts brûlés, le manuel de biologie et les 9 années à prendre soin de tout le monde sauf de moi-même, j'avais réalisé que j'étais doué pour prendre soin des gens. Et je voulais le faire selon mes propres termes, pour des gens qui en avaient réellement besoin, dans un endroit où ça comptait. Eleanor appelait tous les dimanches soirs à 19h. Nous parlions de sa semaine, de mes cours, des locataires de la maison de Maple Street, de la météo, de choses normales. Elle ne mentionnait jamais Gerald à moins que je ne le fasse. Tyler faisait un fast time tous les mercredis. Il grandissait. Sa voix changeait. Il a rejoint l'équipe d'athlétisme à l'école, la première activité extrascolaire qu'un enfant Leland avait été autorisé à faire en une décennie. Tante Patricia m'a invité à Philadelphie pour Thanksgiving. J'y suis allé. Elle a fait la recette de farce de ma mère. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste mangé 2 portions et demandé la recette, et Patricia a souri comme si je lui avais donné quelque chose qu'elle attendait de recevoir depuis des années. Sur mon bureau dans le dortoir, entre un ordinateur portable d'occasion et une pile de fiches d'anatomie, je gardais 2 choses. La photo de ma mère à la foire du comté, et sa lettre, pressée à plat dans une pochette en plastique transparent pour que l'encre ne s'efface pas.
Personne ici ne m'a dit que je ne pouvais pas. Et ça semblait encore nouveau. Je ne vais pas rester là à vous dire quoi faire de votre vie. J'ai 20 ans. Je suis encore en train de comprendre la mienne. Mais je peux vous dire ce que j'ai appris. J'ai appris que le silence n'est pas la loyauté. Ma grand-mère a gardé le silence pendant 20 ans parce qu'elle aimait son fils et continuait d'espérer qu'il deviendrait l'homme qu'elle avait élevé. Ce silence a coûté son rêve à ma mère. Il a failli me coûter le mien. Éléanore serait la première à vous le dire, attendre n'est pas de la patience quand quelqu'un est en train de se noyer. J'ai appris que le pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. Mon père criait. Il claquait les portes. Il contrôlait chaque pièce où il entrait en faisant en sorte que tout le monde ait peur de respirer de travers. Ma grand-mère s'est assise tranquillement au bout d'une table de dîner et a changé ma vie entière avec un acte notarié, un coup de téléphone, et 2 mots, fait ses bagages et choisi. Elle ne m'a pas sauvé avec de la magie. Elle m'a sauvé avec de la paperasse et de la patience. Et j'ai appris que partir n'est pas la même chose qu'abandonner. Je n'ai pas abandonné ma famille quand je suis sorti de cette maison avec un sac à dos Jean Sport et une photo dans ma poche. J'ai quitté un système qui était conçu pour me garder petite. Et au moment où j'ai mis le pied dehors, j'ai commencé à grandir. Si vous êtes dans une maison où vos rêves finissent déchirés sur la table du dîner, j'espère que vous trouverez votre Éléanore. Ou peut-être que vous êtes l'Éléanore de quelqu'un. Et si vous l'êtes, n'attendez pas aussi longtemps qu'elle l'a fait. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Si cela vous a touché, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Je veux entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Chaque histoire compte, surtout celles qui ont failli ne pas être racontées. Et si vous voulez en entendre une autre, regardez le lien dans la description. Il y a une histoire là-bas qui vous attend.